2 sur cet indiscutable penalty, mais Butragueño va voir son tir stoppé par le gardien roumain, pourvu que ce but ne manque pas l'Espagne en fin de classement. Le groupe 4 maintenant, nous n'avons malheureusement pas des images de la victoire de l'Angleterre sur la Yougoslavie 2-0 et manque de chance, nous avons des images de Turquie et Irlande du Nord. Enfin je dis manque de chance, j'ai rien contre ces deux nations, ces deux formations, mais l'ennui c'est qu'il n'y a pas de but. On va quand même vous montrer une action turque et vous allez constater quand même qu'à au moins une reprise, eh bien l'Irlande du Nord l'a échappé belle dans ce groupe 4. Le classement, donc l'Angleterre est bien en tête, bien seule en tête avec 4 points, mais il faudra évidemment se rendre en Yougoslavie l'année prochaine. La Hongrie, depuis la Coupe du Monde, n'a toujours pas digéré l'altitude du Mexique et ça s'est ressenti face à la Grèce, même si ce match avait lieu en Grèce. Mitropoulos ouvrant la marque avec beaucoup d'opportunisme peu après la demi-heure de jeu. Public, on le comprend, en délire, d'autant qu'en deuxième période, là c'est juste après l'heure de jeu, à la 65e minute, c'est Anastopoulos qui marque le deuxième but pour la Grèce, qui à cet instant mène 2-0. 8 minutes plus tard, les Hongrois sauvent l'honneur par un but de Bouda. Et un bon résultat pour les Danois qui sont allés prendre un point à Prague. Pas évident, les Français en savent quelque chose. Dernier match enfin de cette soirée européenne comptant pour le groupe 7 entre l'Écosse et le Luxembourg. Ça se passe en Écosse. Là il y a peut-être une main. C'est ce qui s'appelle un penalty de compensation. Penalty qui va être tiré par le spécialiste écossais Cooper. Et c'est amusant comme les Écossais jouent en maillot bleu marine. Et l'arbitre, vous le voyez à gauche, il est en orange. Parfois il est en jaune, mais le gardien de but est en jaune. Alors c'est compliqué. Donc but de Cooper. 1-0 pour l'Écosse qui va marquer d'ailleurs un deuxième but, toujours par Cooper à la 38e minute. Cette fois ce n'est pas un penalty. Voilà, c'est fin, ça se complique. Un coup de souris, bim, un petit contre favorable. Cela fait 2-0. Luxembourg quand même a bien résisté puisqu'il ne s'est incliné que 3-0. Le troisième but étant marqué par Johnston à la 67e minute qui a des faux airs de Denis Lowe. Ancienne gloire de Manchester United, Manchester City aussi ensuite, qui était écossais d'ailleurs, enfin tout au moins dans la coiffure. Et voici donc le classement de ce groupe. L'Écosse est en tête avec 4 points. Attention à la Belgique. Voilà, ben on va avoir droit à notre petit sablier. Vous connaissez le principe, je vous le donne. Il a changé, superbe. Hein. Jean-Pierre Darmon, vous occupez des intérêts de la fédération. On parle beaucoup du match France-RDA. Sera-t-il télévisé ou pas? Il y a un problème. Vous êtes sur la sellette. Eh bien, je vous laisse au bon soin de tirer au blanc. Vous avez 3 minutes. C'est parti. Alors, Jean-Claude Darmon, si j'ai bien compris, pas de RDA France à la télévision mercredi prochain. Au contraire, Thierry, il y aura le match RDA France à la télévision. Nous avons eu des problèmes avec Ether Verboom qui a les intérêts de la publicité en RDA. Ces problèmes ont été résolus vendredi et donc il n'y a aucune difficulté à ce que ce match soit retransmis. Donc si je comprends toujours bien, c'est une fois de plus Jean-Claude Darmon qui a obtenu satisfaction. Écoutez, je ne suis rien, je ne suis qu'un lien de transmission entre une fédération qui est en l'occurrence la Fédération française de football et les intérêts économiques de cette fédération. Donc je crois que c'est le bon droit qui a eu gain de cause. Vous détenez un monopole, Jean-Claude Darmon? Je n'ai aucun monopole, je suis leader d'un métier que j'ai inventé et je suis obligé d'être efficace pour rester le premier. Vous n'avez pas que des amis? J'ai beaucoup d'amis, ils ne sont peut-être pas dans ce milieu, mais vous savez, en France, quand on réussit, on n'a pas beaucoup d'amis. Je voudrais vous poser une autre question, Jean-Claude Darmon. Si on vous présente, qu'est-ce que l'on dit? Jean-Claude Darmon ange ou Jean-Claude Darmon démon? Tout personnage a un côté ange et démon, c'est le pavé mosaïque du noir et du blanc. Pour ma part, j'essaie d'être utile dans ce milieu, car si je ne l'étais pas, je pense que je serais broyé. Juste une petite question, Jean-Claude Darmon. Pourquoi il n'y a failli pas avoir de match retransmis? J'aimerais savoir pourquoi. Écoutez, la Fédération de football génère ses propres ressources économiques. Nous ne sommes pas une fédération d'assistés. Et par le même, chaque fois qu'il y a un match d'équipe de France, nous essayons d'obtenir le meilleur produit financier.
Là, en l'occurrence, on a le sentiment d'avoir été un peu floué par la fédération, enfin par l'Interverbund en Allemagne de l'Est. Et c'est vrai qu'on a envisagé, que la fédération a envisagé de ne pas retransmettre. Mais la preuve que tout va bien, c'est que ce match sera retransmis. Si je comprends bien, la publicité donc passe avant le football. Absolument pas. Rien ne passe jamais avant le football. Du moins pas dans cette fédération française. Sans vous, Jean-Claude Darmon, il n'y a pas de football à la télévision? Si vous dites non, c'est non, il n'y a pas de football. Je n'ai pas ce pouvoir. Moi, je n'ai que le pouvoir de transmettre à mes présidents un dossier solide, et à eux, il leur appartient de dire oui ou non, pas Jean-Claude Darmon. TF1 va être privatisé, Didier Roustan et moi, on est virés au mois de mars prochain. Si on veut monter une entreprise de télévision et de faire de la publicité autour des stades, on va se heurter à vous. Bien, vous allez vous heurter au premier de ce métier, de cette profession, mais vous heurter, ça ne veut strictement rien dire. Le marché est libre, c'est le marché de la libre concurrence, de la concurrence libérale. À vous de prendre votre part de marché. Vous respectez vos concurrents? J'ai un profond respect pour eux, à condition qu'ils me respectent eux-mêmes. Parce que ça n'est pas le cas. C'est pas toujours le cas, mais dans tous les cas, moi je ne cherche pas le respect de la concurrence. On parle beaucoup en ce moment, Jean-Claude Darmon, des rapports entre le football et la presse. Vous pouvez me donner votre opinion là-dessus? Écoutez, je dis que il n'y a pas de football sans presse, mais je me demande s'il y a une presse sans football. Alors, vous pensez que tout ce qui s'est passé actuellement et ce qui se déroule encore peut, dans les mois, dans les jours, dans les semaines qui viennent, s'arranger? Écoutez, je suis convaincu qu'il y aura un arrangement, parce que les deux parties y ont intérêt, c'est évident. Pour ma part, je crois qu'il faut respecter le football, et je crois que la presse ne l'a peut-être pas totalement compris. On est en train de trouver un accord, d'ailleurs à grands pas. Et tant mieux pour les lecteurs, tant mieux aussi pour le football, parce que je l'ai bien dit, on a besoin de la presse. Vous n'êtes pas que Jean-Claude Darmon football, on sait que vous vous occupez d'autres sports. C'est Jean-Claude Darmon carnivore? Écoutez, j'ai connu les herbivores, les carnivores, je sais pas, j'essaie d'être, je l'ai dit tout à l'heure, le meilleur de ma profession, d'être le champion, et par là même, j'attaque effectivement d'autres sports. Merci Jean-Claude Darmon. Oui, parce que normalement on attendait le gong, mais je crois qu'il y a un problème, c'est qu'il y a quelques grains qui se sont bloqués. Mais enfin, effectivement, ça doit faire pas loin de 3 minutes. Voilà, vous êtes formidable pour le gong, Thierry. Alors on va continuer avec la Coupe du Monde. C'est curieux, enfin là c'était un match du championnat d'Europe des Nations, donc RDR France. Une information pour Téléfoot. Vous savez donc que ce match sera retransmis d'ailleurs chez nos amis d'Antenne 2 mercredi prochain. Alors la Coupe du Monde, pourquoi la Coupe du Monde? C'est curieux, bien tout simplement parce qu'elle va se dérouler en Italie en 1990 et déjà au jeudi au palais du Quirinal. Eh bien, on a découvert le sigle, le logo, enfin, c'était une grande première. Et ce n'est pas cela finalement le plus important, encore que notre Pinocchio est très joli, Thierry. Ben, ça veut dire que c'est Pinocchio, c'est l'emblème. Pour l'Espagne, c'était l'orange, ben là, c'est Pinocchio. Voilà, italien. Mais enfin, le plus important, c'est que l'avvocato Agnelli, vous connaissez, le président de la Juventus de Turin, se trouvait à cette réunion. Il a été pris à part ensuite par nos confrères italiens et il a déclaré certaines petites choses sur Platini qui peuvent ne pas faire plaisir à notre numéro 10 national. Voilà. Agnelli implore Platini, Agnelli pleure Platini. Si tu ne peux plus jouer, si tu ne peux plus giocare, jouer à ce niveau. Là. Voilà, si tu ne peux plus jouer à ce niveau, eh bien, il faut te retirer. Alors on peut le prendre de plusieurs manières. C'est vrai que l'avvocato aime toujours beaucoup Platini, que c'est un des joueurs, c'est le seul avec Sivori à amuser Platini, amusé au bon sens du terme, hein, car il le divertit, il a toujours adoré Platini. Mais bon, il se trouve que maintenant il trouve regrettable que Platini termine sa carrière de la sorte et il trouve que c'est dommage qu'un grand champion comme Michel Platini termine peut-être sa carrière pas en signant des autographes sous les sifflets. Alors il dit aussi que maintenant Michel Platini a 31 ans, il est peut-être pas fini physiquement, mais assez éprouvé moralement aussi quand même, que ça a été le premier joueur de France pendant longtemps, le premier joueur du monde aussi. C'est vrai qu'il a un petit peu, enfin pas raté sa Coupe du Monde, mais il n'a pas été au super top niveau, il était handicapé par une blessure. C'est vrai que la Juventus a été éliminée par le Real Madrid récemment, à un stade de l'épreuve où il est assez rare de l'avoir quitté comme ça la scène internationale. C'est vrai aussi qu'en championnat ça ne marche pas vraiment fort pour Platini et les siens, puisque la Juve a été battue sur son terrain, au Stadio Comunale, par Naples, ce qui n'était pas arrivé depuis je ne sais combien d'années. C'est vrai que Platini marque le pas depuis le début de la saison, comme en témoignent par exemple les notes, vous savez, que donne la Gazzetta dello Sport. Non, 6,5, c'est pas trop mal, mais Platini a beaucoup eu des 5,5, ce qui est très moyen, et même des 5. C'est en général lorsque l'on passe à côté de son match. Alors,
Il reste 6 mois à Platini pour prouver qu'il puisse revenir vraiment au top niveau. Le tout est de savoir s'il souffre encore vraiment de sa blessure, s'il en aura les moyens et s'il marquera beaucoup de buts de la sorte comme ça avec la Juventus, mais aussi évidemment avec l'équipe de France. Alors Michel Platini, vous le savez, ne parle pas sur TF1, donc c'est dommage, mais il a déclaré à certains confrères que ce genre de réflexion du président Agnelli, de la Juventus de Turin, lui faisait plaisir, car cela prouvait que le président le tenait en estime. Alors bon, avec Michel Platini, on ne sait pas, on peut prendre ça au premier, deuxième, troisième degré. Lui seul le sait. En tout cas, je vous parlais de l'équipe de France, c'est quand même le plus important. Lui aussi, quand même, il joue gros. Et Philippe Pouille s'est rendu au stage de l'équipe de France qui a débuté hier. C'est la séquence Météo Foot avant France RDA. Sur le football français, c'est vraiment pas la joie. Plus qu'un seul club qualifié en Coupe d'Europe et par ailleurs une défaite que nous venons de subir contre l'URSS au Parc des Princes. Alors sur le football français, des orages et encore des orages. Dernier orage, l'affaire Platini donc, et à défaut d'avoir l'avis du capitaine de l'équipe de France, celui de l'entraîneur. Pour ma part, je continue à garder la même confiance et la même attitude que j'ai toujours eue, c'est-à-dire que j'ai dit depuis le début de la saison qu'on avait besoin de Michel Platini, de par son talent, de par son expérience, à savoir aussi que Michel n'est peut-être pas à 150% de sa forme, qu'il est certainement en dessous de ce qu'il était, mais qu'il est en progrès aussi à ce qu'il a montré il y a un mois ou un mois et demi. Donc Michel Platini n'est pas vraiment un has-been pour vous? Écoutez, on ne va pas commencer à employer des termes extraordinaires ou de retraités ou de vieux garçons. Je pense que Michel, à 31 ans, n'est pas très vieux, n'est pas très âgé et qu'il a largement sa place sur le plan international. Et je crois que pour faire taire toute polémique, quelle qu'il soit, eh bien, la meilleure des réponses qu'il peut nous donner, c'est sur le terrain mercredi. En dehors de ça, une journée tout à fait normale, les 16 annoncés étaient bien là. Et apparemment, tout le monde a eu du plaisir à se retrouver et à commenter aussi la dernière performance de Joël Batz, pas sur le terrain, mais sur le plateau de grand public. C'était pas évident, mais enfin, Sabatier est un grand professionnel, il m'a mis à l'aise tout de suite. Il n'y a rien de changé pour vous, le football est toujours prioritaire? Ben, comme je l'ai expliqué dans l'émission, c'est sûr que c'est mon objectif numéro 1, c'est celui qui me permet de vivre, donc je sais ce que je dois au football. Batz est donc toujours motivé, l'équipe de France pourra compter sur lui à Leipzig. Pour le reste, à noter quelques changements dans les 16 avec les retours de Touvenel et Leroux et surtout l'arrivée discrète mais remarquée du Toulousain Gérald de Passy. Vous seriez déçu de ne pas jouer contre l'Allemagne de l'Est? Non, disons que comme tout joueur, on aime bien être sur le terrain. Maintenant, bon, je suis tout nouveau, j'arrive. Je crois que bon, même si je jouais pas, ce serait pas un problème. Vous ne devez surtout pas faire de vagues? Non, c'est pas mon genre. Vous avez une bonne carte à jouer finalement dans cette équipe? Bien, oui, enfin disons qu'il y a toujours des places à prendre, peut-être un petit peu plus maintenant dans la mesure où Luis n'est pas là, mais c'est sûr que bon, si j'ai à être titulaire dès le début du match, à moi de saisir cette chance. Alors, cette première journée de stage s'est terminée dans la bonne humeur. Le quotidien La Marseillaise et le peintre Arlandis ont offert leur portrait aux joueurs. Une joyeuse découverte pour Bellone, Verpruis et les autres. Non, Leroux, ils vont chercher l'erreur. C'est moi. Surtout les oreilles. C'est vrai, ça c'est Bibar. Non, c'est bien. Au cognac. Toujours au cognac. Pareil. Non, presque. En haut à gauche. Ah, Thierry, ouais. Merci, jeune homme. Tu m'as pas raté, hein. L'été, j'ai bien fait la figure. Tu m'as pas raté. Pour le football est-allemand, c'est la grande interrogation puisqu'il a été absent de toutes les grandes manifestations. C'est le brouillard donc, mais peut-être des chances d'éclaircie grâce à son bon match contre l'Islande. Les Allemands de l'Est ont fait l'essentiel en gagnant 2-0 face à l'Islande. Un premier but marqué par Tom. Le deuxième le sera par Kirstein. Résultat, la RDA compte 3 points puisqu'en plus de cette victoire, elle a également réussi un nul devant la Norvège.
On verra bien mercredi prochain. Les footballeurs, bon, ont une passion, évidemment, c'est le football. Et parfois, ils en ont une autre, ils s'y débrouillent très bien. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons inventé une nouvelle rubrique, l'exploit des coulisses. Et non, les coulisses de l'exploit, effectivement, c'est un petit clin d'œil qui était voulu. On a cherché la musique pour illustrer le petit générique qu'on vous a préparé, mais on l'a pas trouvé. On l'aura la prochaine fois, alors pour l'instant, on l'a chanté. L'exploit des coulisses avec Martini. Un gardien de but qui aime les échecs, c'est pour le moins surprenant. Mais attention, pas n'importe quels échecs. Pour Martini, c'est simplement 32 pièces, 64 cases, un violon d'Ingres qui s'accorde avec le football. Le football n'est pas un jeu aussi rationnel que les échecs. Il offre cependant de multiples combinaisons qu'on retrouve aussi par l'intermédiaire de ce jeu-là. Ce qui permet peut-être à Martini de sauter les obstacles. La réflexion, concentration, des qualités indispensables pour tout joueur d'échecs, mais également pour tout gardien de but. Mais plus important, c'est la soif de victoire qui fait la différence dans ces deux sports. Plus on gagne dans une partie, et plus on a envie de gagner, et par conséquent, son ambition est augmentée à force de remporter les victoires. Bruno Martini est donc ambitieux. En 2 ans, il a gravi tous les échelons. Le voilà maintenant de nouveau. Doublure de Joël Batz, mais plus à Auxerre, en équipe de France. Une réussite qui ne l'empêche pas d'avoir toujours des modèles. Oui, aux échecs, on pourrait parler de Fischer, qui a été un maître particulièrement brillant pour ses coups qui sont tout à fait géniaux et imprévus. Et Kasparov? Ah, Kasparov, bien c'est le jeune loup avec des dents très longues qui a gagné contre Karpov, qui était lui à l'ancienne école avec un jeu beaucoup plus fermé. Et pour le football, je pourrais parler de Schumacher, qui va bientôt d'ailleurs être distingué par un de vos confrères. C'est très important d'essayer d'aiguiser sa concentration dans la mesure où on est toujours gêné par le milieu extérieur qui nous entoure, c'est-à-dire les spectateurs, voire les caméras, les photographes. Et par conséquent, il faut toujours essayer de faire abstraction de ces éléments extérieurs pour pouvoir se concentrer uniquement sur son match et sur le bas. Échec et maths. Et pourtant, Martin Zarac, vous avez reconnu au passage, notre petit stagiaire, est un redoutable joueur d'échecs. Enfin, Martini est très doué dans tous les domaines. C'est quelqu'un de doué. Bon, la séquence deuxième division quand même. Oui, on va passer à la deuxième division. Vous savez que depuis la défaite de Niort à Caen la semaine passée, il n'y a plus qu'une seule équipe invaincue. C'est le Football Club de Mulhouse de Raymond Domenech et du président Guerig. Bonne occasion pour Georges Dominique d'aller dans son Alsace natale, assister à Mulhouse Red Star. Veuillez s'il vous plaît attacher votre ceinture. Merci. Escale à Mulhouse pour une histoire peu banale. Fin de saison 82, l'équipe locale touche la terre promise de première division, mais le bonheur ne dure qu'un seul printemps et depuis 2 ans, c'est l'accessit avec des barrages infranchissables. Le Stade de Lille attend toujours son ticket de retour en première classe, mais le contrôleur menace. Vous avez dit que si Mulhouse échouait une 3e année, vous arrêtiez les frais.
C'est pas tellement comme ça que je l'ai dit. J'ai dit que si jamais nous n'arrivions pas en première division, ce qui était l'objectif il y a 3 ans, je proposerai ma démission au maire de Mulhouse. Également, non seulement pour dire j'en ai assez, mais pour dire aussi que je cautionne la politique mise en place sur le plan technique par Dominique Hill, c'est tout. Alors on l'a un peu repris de manière un peu spécifique, mais ce n'est que ça. Je n'ai aucune envie d'arrêter parce que Mulhouse a besoin d'une équipe de grand niveau. Mulhouse contre le Red Star, belle occasion pour les joueurs de Domenech de se rapprocher du leader car la veille, Niort avait été accroché. Mulhouse en blanc, les Parisiens en vert, c'était un peu le match des extrêmes. Le deuxième contre le dernier est déjà condamné. À l'aller surprise, les joueurs de Saint-Ouen avaient pris un point aux Mulhousiens, mais hier soir ce fut un match sans histoire, avec ici dès la première minute l'incendie qui se déclare devant la cage parisienne. Ce n'est pas fini, tête de Duprat repoussée par Ruffier, Mulhouse toujours avec Ndiaye, Bouafia qui laisse un court sursis au Red Star. 8e minute, démarrage de Duprat, l'attaquant mulhousien poursuivi par Siassa, déséquilibré par Drouillat. Monsieur Biguet indique le point de pénalty. Duprat pour se faire justice, 1-0, puis à la mi-temps 2-0 avec un autre but de Bouafia. Et ici à toute allure, le 3e but mulhousien réussi par Tony Kurbos, le 16e de la saison pour l'attaquant alsacien. Mulhouse, seule équipe invaincue, 3 points d'écart maintenant avec Niort. En Alsace, la chasse aux chamois est lancée. Tours tient donc Niort en échec à domicile, Caen en échec à Valenciennes, Guingamp nul face à Dunkerque, Aldaïa et Abbeville battent Strasbourg, Mulhouse donc victorieux du Red Star se rapproche à 3 points de Niort, Caen reste 3e mais à 5 points. Nous allons passer maintenant très rapidement dans le groupe B et en compagnie de Frédéric Jaillant, nous allons suivre la rencontre entre une autre équipe qui brille, Cuiseaux-Louhans, qui affrontait Le Puy. Louhans, en ville, 5000 habitants. Au stade, plus de 4000 spectateurs de moyenne. On a des résultats positifs, le public suit. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est que quand même la région est une région de football, puisque ne serait-ce que dans le département de Saône-et-Loire, déjà, il y a 3 clubs de 2e division. Ensuite, la Bresse elle-même vraiment possède un potentiel public. Les gens sont assez enthousiastes par le football ici. Ce spectateur-là, vous l'avez reconnu. Giroud, vous êtes partout? Non, je suis en Bourgogne. Il y a combien de kilomètres entre Auxerre et Louhans? Oh, il y a 230 km, mais c'est un chemin que je connais bien parce que je venais jouer quand j'étais cadet en division d'honneur déjà à Louhans et à Cuiseaux. Alors c'est un chemin que je fais toujours avec plaisir. Rêve des joueurs, la 3e place. Elle permettrait de disputer les barrages. Ce soir, une nouvelle occasion vous est donnée de jouer. De jouer, c'est important. Et tous ensemble, et sans oublier l'efficacité. Efficacité, les joueurs de René Lelamer en jaune ont retenu la leçon. 2 minutes de jeu, Le Puy concède un corner à l'arrivée, un but que l'on donnera à Valo contre son camp ou alors à Jean-Luc Jacquinot. 23 ans, ancien stagiaire à Nancy. En tout cas, Cuiseaux-Louhans mène par 1-0. Et Le Puy, avec cette tête de Zemb, a bien failli encaisser un 2e but. L'alerte a été chaude. La réponse, elle, vient après 20 minutes de jeu, une action et un tir de Guy Nocibor avec le numéro 11 sur la droite, mais ça passe à côté. Pour en revenir à Giroud, il faut préciser que l'un de ces jeunes joueurs prêtés pour 1 an à Cuiseaux-Louhans était hier soir sur le terrain. Il s'agit de Ferhat Kirat, il est très vif, il joue ailier. Kirat, c'est lui qui reprend ce centre de Zemb, il s'en faut de bien peu. Quant à Alain Zemb, on le retrouve après une demi-heure de jeu, il marque son 8e but de la saison et permet à Cuiseaux-Louhans de mener 2-0. Juste avant la mi-temps, Le Puy se procure sa meilleure occasion de marquer. Un tir de Frédéric Antonetti, pas de chance, c'est le poteau qui renvoie. Le Puy qui domine en début de 2e période, Lemonnier entre autres aurait pu conclure, mais bonne partie de Mattiello, le gardien de Cuiseaux-Louhans. Et l'équipe du président Durier aurait même pu marquer un 3e but, mais la tête de Germain passe au ras du poteau, même sort pour ce tir de Gianetta. Finalement, plus rien ne sera marqué. Le Puy a donc été battu 2-0. Encore une victoire pour Cuiseaux-Louhans qui se maintient aux premières places du classement. Rappelons que